Be very careful like that, because it was quite different. Because I would play very... Bonjour et bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes murmurent enfin leur vérité. À 89 ans, caché dans l'élégance intemporelle de son majestueux manoir de Geding Hall dans la campagne anglaise. Bill Wyman mène une vie d'un luxe absolu et d'une sérénité que beaucoup envient, entouré de ses vastes archives personnelles, de ses collections précieuses et d'un silence apaisant. L'ancien bassiste des Rolling Stones semble avoir tout pour lui, mais ce calme somptueux cache une cicatrice profonde, un passé où la gloire mondiale n'était qu'une illusion dorée. Comment un homme qui a fait vibrer les plus grands stades du monde a-t-il pu se retrouver un jour sans le moindre sou en poche, qui a volé les fruits d'un travail acharné au sommet de l'industrie musicale? Pourquoi celui que l'on appelait le membre le plus silencieux du groupe a-t-il choisi de fuir ce tourbillon en plein vol? Aujourd'hui, le gardien des secrets ouvre ses journaux intimes, ses carnets qu'il a remplis jour après jour avec une précision méticuleuse. Il brise enfin le silence sur une époque où les contrats se transformaient en chaînes invisibles, sans amertume destructive mais avec une clarté redoutable. Il pointe du doigt un système implacable, évoquant ces accords de gestion stricts et cette industrie naissante qui a englouti les droits de leur propre création. Il parle de ces années où, malgré les millions d'albums vendus, lui et ses compagnons de scène n'étaient que les instruments d'une machine financière qui les dépassait totalement. Issu d'un milieu très modeste dans les années difficiles de l'après-guerre, le jeune William a pourtant bâti son destin à la force de ses mains, fabriquant même son premier amplificateur avant de devenir une icône. Mais derrière les lumières aveuglantes des projecteurs et l'hystérie des foules, l'histoire non racontée de Bill Wyman est celle d'une dépossession spectaculaire. Alors que le monde entier dansait sur leur rythme dans les coulisses, un piège contractuel étouffant se refermait sur eux. Ne vous fiez pas seulement aux apparences de sa richesse actuelle, il a fallu traverser des tempêtes inimaginables pour construire ce paradis paisible. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir sur les véritables conditions de sa gloire passée pourrait bien changer à jamais votre regard sur l'âge d'or du rock. Pour comprendre le gouffre qui s'est ouvert sous leurs pieds, il faut d'abord mesurer l'immensité de leur ascension phénoménale dans l'Angleterre vibrante des années 60, une époque profondément marquée par une soif viscérale de liberté et un désir ardent de bousculer toutes les conventions sociales. 5 jeunes hommes ont redéfini la culture populaire à tout jamais. Bill Wyman, avec sa basse tenue à la verticale de manière si caractéristique et son flegme légendaire, est rapidement devenue la fondation rythmique inébranlable d'un phénomène mondial sans aucun précédent. Contrairement aux idoles bien lisses et parfaitement présentables de l'époque, les Rolling Stones incarnaient la rébellion pure, l'énergie brute et un anticonformisme qui fascinait la jeunesse. Le public ne se contentait pas d'écouter simplement leur musique, il la vivait intensément comme une véritable libération spirituelle et physique. Chaque apparition publique déclenchait une hystérie collective stupéfiante, une ferveur presque religieuse que le monde moderne n'avait que très rarement connue. Pour Bill, le jeune homme discret, issu des quartiers ouvriers et pauvres de Londres, ce succès foudroyant et inespéré ressemblait à un rêve merveilleux. Une revanche éclatante et lumineuse sur un destin qui semblait tragiquement tracé d'avance. Cette déferlante musicale et culturelle a très rapidement traversé les océans pour conquérir la planète entière avec une force irrésistible, des hymnes intemporels et universels comme Satisfaction, Painted Black ou encore le fulgurant Jumpin' Jack Flash. Ne résonnant pas seulement en boucle à la radio, il devenait la bande sonore essentielle de toute une génération en quête de sens et de frissons. Chaque note grave et précise jouée par Bill cimentait le son si distinctif et puissant du groupe, ancrant les mélodies électriques dans un rythme lourd, sensuel et hypnotique. Les albums majeurs tels que Beggar's Banquet et le monumental Let It Bleed se sont imposés d'emblée comme des chefs-d'œuvre absolus de l'histoire de la musique, propulsant le groupe au sommet vertigineux des palmarès mondiaux. Les tournées internationales s'enchaînaient à un rythme totalement effréné, traversant l'Europe entière et les vastes étendues des États-Unis devant des foules immenses
captivés et en délire. Ils étaient logiquement perçus comme les rois incontestés du rock, des figures quasi mythologiques et intouchables qui voyageaient de capitale en capitale sous les acclamations assourdissantes de millions d'admirateurs fidèles. Dans l'esprit fasciné du grand public, leur existence quotidienne n'était qu'une succession infinie de triomphes glorieux, de fêtes somptueuses, ininterrompues et d'une richesse matérielle inépuisable. Pourtant, au cœur même de cette tornade étourdissante de gloire absolue, les premières ombres menaçantes commençaient à s'allonger silencieusement sur leur chemin pavé d'or. L'euphorie grisante des tout premiers succès mondiaux a progressivement, mais inéluctablement, laissé place à un épuisement physique et mental extrêmement profond. Bill, toujours l'observateur le plus attentif et le chroniqueur infatigable des coulisses du groupe, notait méticuleusement chaque détail subtil de cette folle épopée dans ses précieux carnets intimes. Il ressentait avec une acuité douloureuse la pression écrasante des attentes constantes du public, l'absence cruelle et prolongée d'une vie familiale normale, et la fatigue pernicieuse des voyages incessants d'une ville à l'autre. La scène restait un sanctuaire sacré d'énergie pure, mais une fois les puissants projecteurs éteints et la foule dispersée, la solitude glaciale et les doutes persistants s'installaient dans les chambres d'hôtels luxueuses. Ils croyaient naïvement posséder le monde entier entre leurs mains, mais en réalité, ils devenaient peu à peu les prisonniers dorés d'une industrie musicale naissante, complexe et d'une férocité insoupçonnée, alors que le monde entier les acclamait avec passion comme les artistes les plus riches, les plus libres et les plus puissants de leur temps. Une vérité bien plus sombre et révoltante se cachait prudemment dans les tiroirs verrouillés des bureaux londoniens. Comment ces titans intouchables de la musique, dont les chansons mythiques rapportaient quotidiennement des fortunes colossales, ont-ils pu découvrir avec un effroi paralysant que leurs propres poches étaient désespérément vides? C'est précisément ici que l'illusion parfaite de la gloire se brise en 1000 morceaux, laissant brutalement place à la réalité glaçante des contrats implacables. Pendant que les foules hurlaient leur nom et que les disques s'arrachaient par millions à travers le monde, une réalité d'une brutalité inouïe se dessinait dans l'ombre des projecteurs. L'image publique des Rolling Stones, celle de millionnaires rebelles vivant dans une opulence sans fin, n'était en fait qu'une gigantesque et douloureuse illusion. Bill Wyman, l'homme discret qui tenait les comptes et observait silencieusement la mécanique de leur succès, a découvert avec stupeur l'étendue du désastre. Malgré leur statut de plus grand groupe de rock au monde, ils étaient pratiquement ruinés. L'industrie musicale de cette époque, encore jeune mais déjà impitoyable, fonctionnait selon des règles obscures où les artistes n'étaient souvent que de simples rouages. Des contrats drastiques, signés dans l'euphorie des premiers succès, avaient littéralement dépouillé le groupe de la propriété de ses propres créations. Les droits de leurs chansons les plus emblématiques, celles écrites avant les années 70, avaient été absorbés par un système de gestion opaque qui s'enrichissait sur leur talent naturel. Chaque note jouée, chaque mélodie fredonnée par des millions de fans ne leur appartenait plus vraiment. Cette dépossession financière s'accompagnait d'une pression psychologique écrasante et quotidienne. Ils devaient maintenir l'apparence éclatante de la réussite absolue, sourire aux photographes et enflammer les stades, alors que le gouffre des dettes Simkian se creusait inexorablement sous leurs pieds. L'ironie était à la fois cruelle et poignante. Les créateurs de la bande-son de toute une époque n'avaient aucun contrôle sur leur propre destinée financière. L'étau s'est resserré de manière dramatique lorsque la fiscalité britannique, atteignant alors des sommets vertigineux, menaçait de les achever définitivement. C'est ainsi qu'au début des années 70, ces icônes intouchables ont été contraintes de fuir leur propre pays comme de simples exilés. Ils ont trouvé refuge dans le sud de la France, sur la magnifique Côte d'Azur, fuyant une faillite imminente. Vu de l'extérieur, ce séjour dans la somptueuse Villa Nelcote ressemblait à des vacances dorées et décadentes. Mais pour Bill, cet exil forcé était le symbole d'une perte totale d'autonomie.
Dans la chaleur étouffante du sud de la France, entouré d'une cour de profiteurs et d'une agitation perpétuelle, Bill Wyman se réfugiait dans l'écriture méthodique de ses journaux intimes. Il consignait minutieusement les moindres détails de cette période chaotique, refusant de laisser la vérité disparaître dans les brumes de la légende. Il notait l'absence cruelle de temps pour soi, l'impossibilité de mener une vie de famille sereine et le sentiment persistant d'être utilisé par une machine gigantesque qui broyait les individus. Les managers de l'époque, censés les protéger et guider leur carrière, avaient construit un empire sur leurs épaules fragiles sans jamais leur offrir le filet de sécurité qu'ils méritaient amplement. La frustration grandissait silencieusement dans le cœur de ce musicien méticuleux qui voyait ses amis s'épuiser et l'essence même de leur art se faire confisquer par des hommes d'affaires en costume sombre. Comment continuer à donner son âme sur scène quand on sait pertinemment que chaque goutte de sueur enrichit un système qui vous a trahi? Cette fracture interne, invisible pour les fans qui continuaient de les idolâtrer, allait devenir le point de rupture inévitable. Si l'on ne possède plus ni son œuvre ni sa liberté, que reste-t-il vraiment de l'artiste? C'est face à cette question vertigineuse et douloureuse que Bill a dû prendre la décision la plus lourde de toute son existence. Une décision qui allait stupéfier le monde entier et bouleverser l'histoire du rock. Lorsque les années 80 ont cédé la place à une nouvelle décennie, la machine infernale des Rolling Stones semblait plus puissante que jamais, enchaînant les tournées monumentales comme une gigantesque usine à spectacle parfaitement huilé, pourtant au sein de ce mastodonte écrasant de l'industrie du divertissement. Un homme étouffait lentement sous le poids d'une solitude intérieure insoutenable. Pour Bill Wyman, le véritable point de rupture n'a pas été un scandale retentissant, ni une tragédie publiquement étalée dans les journaux, mais une longue et douloureuse prise de conscience dans le silence oppressant de sa propre loge. Il a réalisé avec une clarté brutale que l'essence même de ce qu'ils avaient magiquement créé dans leur jeunesse avait été définitivement dévorée par une logique purement financière. La passion avait cédé la place à l'administration et l'âme vibrante du groupe semblait s'être évaporée dans les gigantesques structures d'acier de leur scène pharaonique. En 1993, étouffé par ce monstre contractuel, il a pris la décision la plus radicale et la plus incomprise de l'histoire du rock en annonçant officiellement son départ définitif du groupe le plus célèbre de la planète. Fuir volontairement cette forteresse dorée n'était absolument pas un acte de faiblesse, mais un besoin viscéral de survie psychologique pour un homme qui refusait de finir ses jours comme un simple rouage silencieux. La réaction immédiate de l'industrie musicale, et même de manière très blessante, celle de ses compagnons de route, a été d'une froideur véritablement glaciale. Au lieu de comprendre l'épuisement profond de l'artiste après 30 années de loyauté absolue, le système a réagi avec une indifférence teintée de mépris, le considérant presque instantanément comme un déserteur ingrat face à l'empire lucratif qu'ils avaient bâti ensemble. Les longs mois qui ont suivi cette annonce historique ont été marqués par un isolement terrible et une transition particulièrement douloureuse. La presse musicale, éternellement avide de drames explosifs, ne savait absolument pas comment traiter la retraite paisible d'un homme qui demandait simplement le droit de retrouver sa propre identité perdue. Pendant un certain temps, celui qui avait pourtant composé les lignes de basse des plus grands hymnes du siècle a semblé glisser doucement vers un oubli profond et injuste, délibérément effacé par la machine promotionnelle implacable qui continuait inexorablement d'avancer sans lui. Mais cette mise à l'écart spectaculaire, perçue par beaucoup de critiques comme une tragédie professionnelle ou un incroyable suicide de carrière, n'était en réalité que le prélude silencieux à un affrontement bien plus profond dans l'ombre apaisante de sa nouvelle vie, loin des regards inquisiteurs que préparait vraiment l'homme aux archives intarissables en attendant l'heure de la vérité. Aujourd'hui, à 89 ans, dans la quiétude absolue de son domaine majestueux, l'heure des révélations a enfin sonné. Loin du tumulte assourdissant des stades, Bill Wyman a choisi de rouvrir les pages jaunies de ses innombrables journaux intimes, ces mêmes carnets qu'il remplissait méticuleusement dans l'ombre de ses célèbres compagnons. Il ne cherche ni la vengeance ni la pitié,
mais ressent le besoin viscéral de rétablir une vérité historique trop longtemps ignorée récemment, lors d'entretiens poignants et à travers ses précieux témoignages documentés. L'ancien bassiste a brisé ce silence pesant avec une sérénité désarmante. D'une voix calme mais résolue, il a pointé du doigt la réalité effrayante de l'industrie musicale des années 60. Il a courageusement nommé les rouages de cette machine implacable qui les a broyés, évoquant sans détour le rôle de leur ancien manager, Allen Klein. Avec une précision chirurgicale, Bill a expliqué comment ce redoutable gestionnaire et le système contractuel de l'époque avaient réussi à verrouiller des accords si drastiques que le groupe a perdu l'intégralité des droits sur toutes ses propres chansons composées avant l'année 1971. Imaginez un instant le choc ressenti par le public en découvrant cette aberration. Les créateurs légitimes des hymnes qui ont défini tout un siècle ne possédaient plus leur propre héritage. Il a raconté comment ils ont été poussés au bord de la faillite, contraints de s'exiler en France pour survivre financièrement, pendant que les dirigeants de cette industrie s'enrichissaient de manière astronomique sur leur immense talent. Chaque mot prononcé par le musicien vieillissant résonnait comme un coup de tonnerre dans le monde feutré du rock. Il a décrit la froideur d'un système où l'artiste n'était considéré que comme un simple produit de consommation courante, une ressource inépuisable que l'on pouvait presser jusqu'à la dernière goutte sans le moindre scrupule. La réaction des médias et des admirateurs a d'abord été une profonde incrédulité, rapidement remplacée par une immense vague d'empathie et de respect. En dévoilant ses secrets enfouis, Bill Wyman ne se positionnait pas comme une victime pitoyable, mais comme un survivant lucide qui réclamait enfin la propriété intellectuelle et émotionnelle de sa propre vie, l'opulence de sa vie actuelle. Cette richesse si souvent commentée n'est en fait que le fruit de sa propre reconstruction laborieuse après avoir eu le courage inouï de quitter ce navire toxique. Il a prouvé au monde entier que la véritable richesse réside dans la liberté de dire la vérité, de reprendre le contrôle de son propre récit, même des décennies plus tard. Mais au-delà de sa propre histoire personnelle et de ses comptes réglés avec les fantômes du passé, que nous apprend réellement cette tragédie dorée sur le monde fascinant et parfois cruel qui fabrique nos idoles? Comment cette leçon magistrale résonne-t-elle encore aujourd'hui pour toutes ces étoiles naissantes? L'histoire de Bill Wyman dépasse largement le cadre prestigieux des Rolling Stones pour devenir une réflexion universelle sur le prix exorbitant de la gloire. Ce récit poignant n'est pas seulement celui d'une star du rock qui a su reconstruire une vie luxueuse et sereine après avoir frôlé la ruine. C'est surtout le miroir d'une industrie du divertissement qui a trop souvent sacrifié l'âme de ses créateurs sur l'autel du profit immédiat. Que se passerait-il si ce milieu impitoyable traitait enfin ses talents comme des êtres humains complexes et vulnérables, et non plus comme de simples produits jetables conçus pour enrichir une poignée de dirigeants? Sommes-nous vraiment prêts à écouter ces voix étouffées par le vacarme du succès avant que les lumières ne s'éteignent définitivement sur leur carrière? Le parcours de cet homme silencieux représente les innombrables artistes, des jeunes prodiges propulsés trop tôt dans la lumière aux musiciens oubliés qui ont été exploités, épuisés, puis abandonnés par un système qui leur avait promis l'éternité. En brisant courageusement ce silence des décennies plus tard, Bill Wyman nous rappelle l'importance vitale d'entendre ceux qui ont été dépossédés de leur propre existence. Il nous invite à regarder au-delà des paillettes et des sourires de façade pour comprendre la fragilité déchirante de ceux qui nous font rêver. Sa démarche ultime n'est pas motivée par une amertume stérile, mais par une nécessité absolue de vérité et de transmission, comme il pourrait si bien le résumer en regardant le long chemin parcouru depuis ses humbles débuts londoniens jusqu'à son sanctuaire actuel. Je ne cherche pas d'excuses ni de pardon, je veux simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix, sans les filtres d'une industrie qui a cru pouvoir m'acheter. Cette quête de vérité est le cœur même de notre mission ici. Aujourd'hui, nous avons écouté non seulement pour nous souvenir, mais surtout pour changer notre regard sur ces légendes intemporelles. Merci d'avoir partagé ce moment profond avec nous sur Icônes et Silences. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres destins extraordinaires et laissez-nous vos impressions dans les commentaires. À très bientôt!